tout bonnement que ça allait être un petit rendez-vous de routine. Mais je suis prise en charge immédiatement. Je suis séparée de mon conjoint parce qu'il y avait une erreur déjà à l'hôpital. On avait déjà préparé mon dossier, carte d'hôpital, mais on s'était trompé pour mon nom de famille. Alors, le médecin me rencontre, me demande de lui raconter un petit peu mon histoire familiale. À la fin, tout bonnement, il m'annonce que j'ai la leucémie. On va faire une biopsie et tout de suite, on va m'hospitaliser. Je vais rester là pour le prochain mois. De ne pas avoir reçu le diagnostic dans les jours, les semaines qui ont précédé, pour moi, ça a été bénéfique parce que j'aurais paniqué. Là, j'étais confrontée immédiatement. C'est comme, c'est un déni, mais en même temps, on est là, on n'a pas le choix, il faut faire face. Alors, comme je dis, je ne me souviens même pas si on a précisé le type de leucémie que j'avais. Donc, c'est mieux. Comme un peu Dr. Roy disait, chaque patient a un protocole différent. Donc, avoir eu le temps de faire des recherches, probablement, quand on aurait commencé à me donner des traitements, je m'aurais dit, mais pourquoi on a choisi telle option plutôt qu'une autre, alors que j'ai lu autre chose? Ma vision, comme je dis, ma participation face à mon traitement, ça a été beaucoup d'être à l'écoute, écouter les recommandations et suggestions de l'équipe médicale qu'on me fait. Quotidiennement, j'étais à l'affût des résultats sanguins parce qu'une fois qu'on est à l'hôpital, une fois qu'on est hospitalisé, la seule chose que l'on veut, c'est sortir afin de vivre pleinement. Puis, c'est grâce à tous ces intervenants-là que j'appelle mes anges gardiens que j'ai réussi. Pour mettre un peu en contexte, les gens qui ne connaissent pas un petit mon histoire, quand je dis je suis rentrée in extremis, comme je vous dis, c'est que dès le 15 juillet, c'est un vendredi, on m'hospitalise. Le lendemain, j'étais déjà transférée aux soins intensifs. J'ai passé les 8 prochains jours. Dès le samedi soir, je crois qu'on m'a mis dans un coma, un semi-coma. Et mes parents étaient bien heureux quand je me suis réveillée parce que je me rappelais juste qu'on était un samedi. Et quand je me suis réveillée une semaine plus tard, on me demande est-ce que tu sais quel jour on est? J'ai dit oui, on est samedi. Tout le monde était là. C'est magnifique, elle se rappelle de tout. Mais pour moi, c'était la même journée. Alors, un peu comme disait mon collègue ici, Paul, une fois qu'on sort des soins intensifs et on s'en va en isolement, j'ai passé les prochains temps. Alors, comme vous avez dit plus tôt, il faut être actif, il faut être à l'écoute, mais en même temps, il y a des choses, je suis contente d'avoir... En tout cas, je vais arrêter de parler pour le moment. Chez les anglophones, on dirait « ignorance is bliss » dans ce cas-ci, parce que c'est clair que ça a été assez foudroyant pour vous. Oui, et puis, comme je vous dis, mon conjoint est dans la salle. Lui, il a paniqué parce que, comme vous avez dit, le consentement, j'en ai pas eu de consentement. C'est mes parents, c'est mon conjoint, c'est mon frère. Tout le monde était là, devait prendre une décision parce que on a commencé tout de suite la chimio agressive pendant que j'étais aux soins intensifs, mais moi, j'en étais pas consciente parce que c'était trop... Il fallait le faire maintenant. Vous êtes belle et en santé, c'est fantastique. Oui, oui. Je vais demander à M. Dumais de nous entretenir. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Vincent Dumais. Alors, j'ai une histoire de patient aussi, un peu différente de la vôtre. La particularité, c'est quand je suis hospitalisé au 5e CD à Maisonneuve-Rosemont aussi. Donc, on partage les mêmes médecins, mais moi, je suis à l'autre bout de l'hématologie. J'ai un problème de coagulation assez sévère qu'on appelle l'hémophilie, donc qui est une problématique que j'ai eue à la naissance. Donc, j'ai expérimenté énormément les processus de soins, les équipes de soins depuis 42 ans maintenant. Je suis rentré à l'hôpital à 6 mois, j'en suis presque jamais ressorti techniquement. C'est toujours des allers-retours. Et dans les années 80, j'ai été contaminé donc, par les transfusions sanguines, par le VIH et ensuite par l'hépatite C. Donc je vis depuis maintenant presque 30 ans en fait, avec multi-maladies chroniques, donc différents cycles de soins, de processus de soins avec des défis tous différents les uns des autres, mais quand même une vie, je vous rassure, très riche et toujours pleine d'espoir. Et pleine d'espoir parce qu'il y a à peu près 3 ans, la faculté de médecine de l'Université de Montréal
a eu cette idée, je pense, assez géniale et très, très d'avant-garde, d'inviter des patients à l'intérieur de la faculté pour réfléchir justement à ce que disait le docteur Roy tout à l'heure, à la formation des étudiants en médecine sur les pratiques de collaboration avec les patients et avec les proches. Donc on se rendait compte quand même qu'effectivement, il y avait peut-être un certain nombre d'éléments à consolider dans ces éléments-là. Et l'idée de dire peut-être qu'on pourrait inviter des patients et travailler avec eux pour essayer de voir comment on peut améliorer ou faire évoluer un peu les choses. Donc aujourd'hui, on a une masse à peu près de 75 patients experts qui sont intégrés, qui sont impliqués à différentes étapes de la formation de nos étudiants en médecine et des sciences de la santé. Et ça marche très très bien. J'invite ceux que ça intéresse à nous contacter parce que c'est vraiment des expériences assez extraordinaires et que les patients sont mis en posture de formateurs et non pas juste pour faire un témoignage, mais on les prépare aussi à donner des cours sur la collaboration et la communication. Donc il y a vraiment une interaction intéressante avec les patients. Et on a développé ce concept du patient partenaire, qui est une vision qui se voulait au départ une vision de référence pour qu'on puisse réfléchir à la transformation du programme de médecine notamment. Et l'idée était de dire, est-ce qu'on est capable de partir d'un principe où on va réfléchir aux médecins de demain, mais est-ce qu'on peut réfléchir aussi aux patients de demain, une vision du patient, un patient actif, un patient impliqué dans la décision éventuellement, un patient à qui on reconnaît aussi des savoirs expérientiels, un certain nombre de connaissances qu'il construit à travers son processus de soins. Et puis à partir de là, on a évolué et aujourd'hui la réflexion est assez constituée et on commence à expérimenter dans différentes équipes. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, parce que peut-être je repartirai de 2 éléments. Première question, je ne sais pas si le patient est la personne la plus importante dans le processus de soins, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la principale. C'est-à-dire que sans lui, tout autour, il n'y a plus rien qui n'existe. Et en bout de ligne, c'est son action qui détermine tout le reste du processus de soins. Tous ceux qui sont passés à travers les différentes étapes de maladie le savent bien. Et puis la confiance... la confiance, je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'elle soit mutuelle. C'est-à-dire, moi, dans toutes les cycles que j'ai pu vivre, la confiance donnée à mon équipe de soins est extrêmement importante, elle est essentielle à la continuité, mais la confiance que l'équipe de soins va me donner aussi à mes capacités à traverser le cheminement, à faire confiance des fois à mon jugement qui ne va pas forcément être considéré comme le meilleur jugement du moment. Finalement, respecter aussi là où j'en suis dans les différentes étapes. C'est long, un processus de soins, vous le savez. Il y en a une partie qui se fait à l'hôpital, ça commence avec le diagnostic, avec un traumatisme quand même assez important. Et puis après, c'est un cheminement avec des passages en milieu hospitalier. Puis après, on retourne à la maison. Puis à la maison, on est seul avec soi-même, avec nos proches. Donc le processus de soins, c'est une grande partie des patients qui l'assument. Dans des petits gestes, dans des petits actes. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui, si on veut arriver à une meilleure participation des patients et des proches dans le processus de soins, qu'on les prépare, qu'on les accompagne autant qu'on les soigne, et qu'on leur permette éventuellement de s'épanouir à travers le processus de la maladie, et pas seulement le considérer comme un acte de guérison d'une pathologie, mais aussi comme un cheminement d'une personne à travers la vie. Merci beaucoup. Alors, je donne le mot de la fin, Madame Huberdeau. Oui, alors mon nom est Diane Huberdeau. Nous sommes aujourd'hui le 24 août. Il y a 14 ans, le 22 août, je recevais un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Donc, c'est assez brutal parce que j'étais en pleine santé. Il n'y avait rien qui laissait présager que j'avais une maladie aussi grave. Il y avait eu quelques signes dans le mois précédent, mais rien qui me laissait croire que c'était quelque chose d'aussi grave que ça. Et j'ai eu la chance, moi, au moment du diagnostic, de devoir rentrer immédiatement à l'hôpital, de devoir, dès la première journée, commencer le processus d'investigation, de traitement et tout ça. Puis je dis la chance parce que pour moi, ça m'a permis d'être dans l'action dès le départ. Il y a des gens aujourd'hui que je connais qui font toutes sortes d'investigations parce qu'ils pensent avoir certaines problématiques de cancer, mais l'attente est catastrophique. J'ai des amis qui ont vécu ça, puis quand tu es pendant des semaines à devoir attendre un diagnostic,
tu te fais toutes sortes de scénarios, puis c'est pas nécessairement très bon pour le moral non plus. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir, dès le jour 1, me dire, OK, c'est ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? J'ai toujours été de nature assez positive et optimiste. Donc, dès le début, c'est comme, bon, ben, c'est ce à quoi on est confronté. Puis je me suis retroussé les manches, puis on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ça va très bien, ça fait 14 ans. La santé est parfaite, mon sang est numéro 1. Et je pense, comme plusieurs l'ont énoncé, que c'est essentiel que le patient soit actif. Parce que oui, on délègue la responsabilité du programme de soins à toute l'équipe médicale, mais il ne faut pas abdiquer son pouvoir, puis il ne faut pas vivre la situation en victime qui subit la maladie, puis qui ne fait rien pour soi-même. On peut faire beaucoup, comme plusieurs l'ont dit, ne serait-ce que d'essayer de comprendre ce qu'on vit en termes de maladie. Puis, moi, dans mon cas, puis mon conjoint qui est ici, Yvon, qui a été mon ange gardien pendant tout ce temps-là, on est fait du même moule, c'est-à-dire qu'on pose beaucoup de questions. On est très curieux, puis on veut savoir parce que de savoir, pour moi, comme Denis-Claude, tu le disais, de savoir quelles sont les prochaines étapes, quels sont les bénéfices des traitements, quels sont les effets secondaires des traitements, qu'est-ce qu'on va prendre comme médication, qu'est-ce que ça va nous donner. De savoir ça, de connaître le processus, pour moi, la connaissance était rassurante, alors que l'inconnu fait peur. Donc, on a posé beaucoup, beaucoup de questions et ce qui a été essentiel pour nous, c'est d'avoir l'écoute des médecins, de toute l'équipe médicale qui nous supportait, parce qu'on en a pris de leur temps pour poser toutes ces questions-là, puis essayer de comprendre, pour être mieux équipé à faire face à la situation. Donc, quand tu connais un petit peu plus ce qu'il y a devant toi, bien, c'est plus sécurisant, puis il me semble que tu es mieux équipé pour procéder pour la suite des choses. Donc, je pense que, oui, la participation active du patient à toutes sortes de niveaux est absolument essentielle. Puis, il faut regarder aussi ce qu'on vit comme patient de façon plus globale que juste les symptômes que sont la maladie qu'on vit. Il faut travailler un peu plus aussi sur notre âme, notre esprit, parce que souvent, quand on est amené à vivre des choses comme ça, c'est qu'il y a eu des déséquilibres dans notre vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas personne qui a vécu une maladie aussi grave qui ne fait pas un petit peu le bilan de sa vie, d'essayer de voir où sont les déséquilibres, puis de rajuster un petit peu le tir. Et ça, quant à moi, c'est essentiel. Et il n'y a personne d'autre que soi-même qui peut le faire. Donc, pendant que l'équipe médicale s'active à te donner le programme de soins approprié pour toi, bien, toi, tu as tout le temps pour lire, questionner, méditer, pour travailler sur toi aussi. Puis, comme tu le disais, bien, c'est un cheminement aussi. Puis, j'ai apporté un livre, je voulais juste vous lire une petite phrase de Guy Corneau dans son livre « Revivre », que certains d'entre vous connaissez sans doute. Guy écrit « Il est de toute première importance de participer activement à son propre retour à l'équilibre tant que la capacité nous en est donnée. La raison en est simple, les médecins et les médicaments, les thérapeutes et les techniques ne font que vivifier des mécanismes de guérison qui, eux, sont déjà en nous. » Puis là, il cite un médecin qui dit « Le médecin soigne, le patient guérit ». En d'autres termes, la guérison vient de l'intérieur. Les soins que nous apportent la personne et les techniques stimulent des mécanismes de réparation et de régulation qui font déjà partie du patrimoine génétique de chaque organisme. Donc, chacun a ses croyances, chacun a sa vision sur la vie, mais quand on vit quelque chose comme ça, ben, faut se poser des questions, puis essayer de trouver certaines réponses pour en revenir à l'équilibre et à la santé. Donc, oui, c'est très, très important de participer au processus de soins. Avant de passer à une phase 2, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient réagir ou poser des questions à un des panélistes?
Soyez pas gênés, ça ne mord pas. Parce que sinon, c'est moi qui vais lancer, là. 1, 2, non, personne? Moi, j'aimerais entendre M. Blouin sur la question de la place du patient dans tout le processus de guérison, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir trop d'explications, qui ne veulent pas faire une prise en charge de leur maladie. C'est difficile pour certains d'entre nous de comprendre ça, mais je crois que dans votre pratique, vous avez sûrement croisé des gens. Je vous laisse. Ouais. La plupart des gens qui viennent rencontrer un psychologue, en fait, tous les patients sont aux prises avec des enjeux d'adaptation. Et quand on est aux prises avec des enjeux d'adaptation, on peut développer des difficultés d'adaptation ou même des troubles de l'adaptation. Quand on parle de troubles de l'adaptation, ça vient avec 2 types d'humeurs, soit une humeur anxieuse, soit une humeur dépressive ou soit une humeur mixte, les 2 ensemble. La plupart des gens qui viennent consulter un psychologue en psycho-oncologie sont aux prises avec de l'inquiétude, avec de l'anxiété. Parfois, cette anxiété-là coïncide avec le contexte et parfois, elle ne coïncide pas avec le contexte. Le fait de se mettre en action, c'est une stratégie de régulation de l'anxiété. Mais ce n'est pas la seule stratégie de régulation de l'anxiété. Il y a certains patients qui, à un moment ou à un autre d'un processus de soins, vont préférer adopter une attitude un peu plus passive. Et cette attitude passive-là n'est pas d'emblée une mauvaise idée. Pour certains patients, de façon continue ou de façon momentanée, d'être plus passif par rapport à un épisode de soins, c'est une stratégie gagnante pour prendre soin de l'anxiété. Le danger avec les différentes stratégies d'adaptation, c'est qu'elles peuvent être efficaces un temps et cesser d'être efficaces à un autre moment. Tu sais? Et il y a peut-être un danger à... Selon moi, il n'y a pas de stratégie d'adaptation qui sont efficaces mur à mur, constamment, d'est en ouest, du début jusqu'à la fin du processus de soins. La santé émotionnelle passe beaucoup par la souplesse. Donc, ce serait un petit peu comme ça que je répondrais à la question. Docteur Roy, dans votre pratique, vous semblez prendre le temps qu'il faut avec vos patients pour les informer, les mettre en... Est-ce que c'est la norme? Question difficile. Je vous mets un peu sur la sellette, je m'en excuse, mais ça me chicote parce que je vous écoutais et j'ai dit « Oh, mon Dieu, ça aurait pu être plaisant. » J'ai pas de statistiques à vous donner. Comme je suis en recherche, j'aime bien les statistiques et les données claires. Ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, les médecins informent les patients. Il est clair qu'il y en a qui ont moins de temps ou qui veulent prendre moins de temps ou pour qui ce n'est pas une priorité. Alors, je pense qu'il faut le reconnaître. Mais je pense aussi que cette, je dirais, race de médecins est de plus en plus en voie de disparition parce que les gens veulent en savoir plus. Ils ne peuvent pas avoir un traitement sans être impliqués. Et je pense qu'au bout de la ligne, le médecin va gagner à avoir un patient qui va être impliqué. Je prends un exemple. Si on dit au patient, bien, vous pouvez avoir telle complication, vous pouvez avoir un zona dans votre greffe, et puis si vous voyez des rougeurs, un bouton, des douleurs, bien, venez nous voir. Mais ce que ça va faire, c'est d'éviter qu'on ait des complications majeures. Un patient qui vient nous voir une semaine plus tard, alors qu'on a pu le traiter 24 heures après le début des symptômes, et de limiter beaucoup la nature et l'ampleur des complications. Donc ça, pour moi, c'est un exemple tout à fait concret du patient partenaire, à savoir qu'il comprend dans quoi il est et il va être capable de nous informer de ce qui se passe. On ne lui demande pas de savoir la réponse, on lui demande de nous dire, puis de dire à tous les médecins, puis il y en a plusieurs dans la salle ici,
qu'est-ce que je dois faire maintenant que je présente ce symptôme-là? Et c'est le médecin qui est le mieux placé pour dire quel est le traitement ou quelle est la situation. Mais si on n'en est pas informé, à ce moment-là, on ne peut pas faire la démarche. La deuxième chose, peut-être brièvement,